Bon, ben bonsoir tout le monde. Ah, dommage, les gens n'interagissent pas. Bon, c'est pas grave. Je voulais qu'en vocal vous veniez. N'hésitez pas, on parle. On va commencer par un premier débat. Tu restes avec nous. On va parler CeFi versus DeFi. Ça, c'est la question qu'on doit se poser tous quand on rentre dans l'investissement crypto. Pardon, faut pas dire investissement, sinon on va se faire strike par YouTube après. Quand on rentre dans les cryptos. Et quelle question on peut se poser avant d'entrer? Est-ce qu'on préfère la CeFi ou la DeFi? Et ça m'est venu du part parce qu'on a fait une table ronde dessus. Et deuxièmement, pour une raison très simple, c'est que, eh bien, il y a des personnes sur le Discord qui ont des très très grosses sommes, et pas que sur le Discord, hein, des personnes que j'ai rencontrées aussi à la conférence. J'ai été étonné de voir qu'il y a autant de monde qui conserve ces cryptos, mais dans des grosses quantités. On parle de 100 000 euros, 200 000 euros, sur des SEX comme Crypto.com, comme par exemple Binance, Nexo comme Alors attention, etc. Je ne suis pas en train de faire le procès des SEX ici. J'ai bien compris, j'ai discuté avec vous durant la conférence. On a bien compris que vous aviez votre avis, mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir échanger et donner des arguments de part et d'autre. Alors, vous inquiétez pas, on aura d'autres personnes ici, je l'espère, qui auront un avis différent. Et je vais essayer au moins de tempérer les choses pour éviter qu'on soit tous du même avis, quoi. Voilà, donc je te laisse commencer parce que tu adores ça, commencer les débats. Donc vas-y, je te laisse critiquer ton positionnement DeFi versus CeFi. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, on va commencer à la base. On va commencer à la base parce qu'il faut bien guider un peu ce débat quand même. Comment on rentre dans les cryptos? Voilà, comment on rentre au tout début dans la crypto, comment on rentre? Eh bien, la plupart d'entre nous, si vous nous suivez maintenant depuis 6 ans, vous êtes rentrés majoritairement par le mining. C'est-à-dire que vous avez accumulé des cryptos, vous avez miné des cryptos, vous avez transformé en soi l'énergie en crypto. Donc là, vous aviez à ce moment-là pas l'obligation de passer par un SEX, de passer par Binance, Crypto.com ou ARX, ce que vous voulez. Vous n'étiez pas obligé de passer par un SEX. Il y a une autre manière de rentrer, c'est en peer-to-peer. C'est-à-dire que j'arrive, je vous propose des euros et vous me donnez en échange des cryptos. Ça, c'est un moyen aussi de rentrer. C'est un moyen qui fonctionne. Mais majoritairement, on va tous le dire, on est d'accord entre nous que majoritairement, on rentre dans les SEX ou on rentre du coup dans la crypto grâce au SEX. Grâce au CEX, pardon. Dit comme ça fait bizarre. Voilà, on rentre majoritairement par la CeFi, enfin par des SEX comme Binance, Crypto.com, KuCoin, ce que vous voulez. Vous rentrez dessus, vous faites un virement bancaire et puis hop, vous rentrez comme ça. Donc déjà, là, au tout départ, c'est vrai qu'on est tous incités à déjà utiliser des SEX. Mais là, tu vas pouvoir intervenir, je te laisse continuer. Je pense que la question, c'est pas utiliser un SEX ou ne pas l'utiliser, quitter Binance, ne plus les utiliser, ou qu'est-ce qu'on fait. Je pense que la question n'est pas là. C'est pour moi, quand je vois le débat DeFi, CeFi, c'est plutôt deux choses. C'est un, où stocker ses cryptos. Le débat, c'est un, où stocker ses cryptos, et deux, est-ce que j'utilise uniquement la DeFi? Est-ce que je veux faire du yield sur la DeFi ou trader sur la DeFi, ou je vais sur des exchanges pour trader? Et en quelle quantité? Moi, c'est plus ça là où je vois la question et le rapport. Là où on peut être d'accord, effectivement, c'est de se dire si vous n'avez pas accès à la CeFi, si vous n'investissez pas sur la CeFi, si vous ne mettez pas par exemple en lending ou autre sur la CeFi, ne laissez pas vos cryptos dessus, ça ne sert à rien. Si vous n'avez aucun intérêt, c'est encore moins intéressant pour vous. Dans la mesure où vous ne gagnez rien et vous perdez en plus, vous avez une possibilité de perdre votre argent, autant la garder sur votre clé privée et ne pas la laisser sur un SEX. Là, vraiment, quand on parle de CeFi, quand on parle de CeFi, vraiment, c'est la finance centralisée. Donc, c'est le lending, ça peut être tout ce qui est... yield farming, ça n'existe pas, mais ça peut être du lending, ça peut être des prêts collatéralisés, ça peut être aussi des futurs, ce que vous voulez. Mais tout ça, ça fait partie de la CeFi. La DeFi, ça sera un... moi, je vais aller de l'autre côté, je vais te dire quelque chose.
là tu me dis il faut sortir l'argent des exchanges. Mais non, moi je suis. Non, je dis pas qu'il faut sortir l'argent des exchanges. Je suis. Non. Bah si, tu dis ne pas laisser. Si tu ne fais pas travailler ton argent, ça ne sert à rien de le laisser sur un exchange. Bah moi je vais te dire que je vais faire le débat inverse. Je vais te dire non, moi je suis débutant où je suis pas forcément à l'aise à posséder mes fonds et je me sens plus en sécurité de les laisser sur Binance que les avoir sur mon MetaMask, sur mon PC ou même sur ma Ledger, parce que ça me donne une responsabilité que j'ai pas envie d'avoir. J'ai pas envie d'avoir cette responsabilité de gérer mes fonds et je suis très content d'être sur Binance ou X et Y ou même d'avoir des fonds sur 3 exchanges différents, disons. Alors comme ça on split le risque et on se met pas que sur un exchange. J'ai déjà perdu 30% de mon investissement sur FTX et 30% sur Celsius, mais ça m'a pas vacciné et je suis quand même sur encore 4 autres exchanges. Oui. Mais je suis mieux comme ça. Ouais. Parce que je me dis que si j'ai mes propres coins, je peux les perdre aussi. Je me suis fait hacker plusieurs fois, j'ai des virus sur mon ordi parce que je télécharge des jeux vidéo et finalement je suis plus à l'abri sur Binance. Dans ton cas à toi... La DeFi ne sera jamais pour moi. Oui, dans ton cas à toi, j'ai envie de te dire, ni la DeFi, ni la CeFi n'est bon pour toi. En fait, à ton niveau, l'investissement... Ah, j'entends mon retour. Mais l'investissement crypto n'est pas fait pour toi. Parce que si vraiment tu as un tel niveau d'inconscience, c'est hyper dangereux. Il faut arrêter tout de suite. Parce que, évidemment... Quand vous lancez dans la DeFi, il faut un minimum quand même de sécurité informatique sur votre PC. Il ne faut pas télécharger n'importe quoi. Il faut un minimum de sécurité sur la protection de votre clé, etc. Mais c'est pas non plus quelque chose qui est hors de portée. Et justement, Ledger ou les hardware wallets en général, disons-le, toutes les hardware wallets vont vous permettre d'accéder en fait à cette sécurité avec un peu plus de facilité. Vous aurez moins de travail à faire en amont et en aval pour protéger vos cryptos. Ça ne retire en rien, ça ne vous absout pas de tout problème. Bien au contraire, si vous faites n'importe quoi avec une Ledger, vous pouvez autant vous faire avoir que sans Ledger. C'est juste que ça va vous aider. C'est un outil qui peut être utile, une hardware wallet. Et d'ailleurs, justement, l'hardware wallet, pour moi, c'est l'outil indispensable du débutant en DeFi. C'est justement l'outil indispensable de la personne qui ne connaît absolument rien à la crypto, qui ne connaît rien à l'informatique et qui n'est même pas sûr de ce qu'il va télécharger, de la sécurité de son PC et de comment interagir, etc. Donc il prend une Ledger et il se dit « bon, je suis en sécurité ». Il y a d'une part un aspect technique et un aspect aussi psychologique derrière. Ça sécurise ta clé privée, disons. Ça sécurise ta clé privée que tu n'aurais pas... Moi, je pense que c'est la génération de ta clé privée qui est aussi importante. Comment tu vas générer ? Tu génères ta clé privée sur un PC et le stockage. Le stockage, mais la génération. Revenons au tout début. Comme à chaque fois je dis la chaîne du froid, c'est exactement ça. Du début à la fin, tout doit être sécurisé. Pardon, excuse-moi, Tibert, tu voulais intervenir ? Oui, je suis venu finalement parler. En fait. Eh bien, bienvenue. Oui, j'ai pas pu résister. Je le sais, je l'ai fait exprès. Non. Voilà. Donc, non, mais ce qu'il y a, c'est que quand on vient dans les crypto-monnaies au début, et quand on ne connaît pas, on essaie de rentrer par les choses les plus simples. Et je pense que le plus difficile pour quelqu'un, déjà, c'est comment arriver à la crypto-monnaie. Et là, on va passer par la CeFi, et parce que c'est facile de transférer, de faire un virement bancaire de son compte en banque sur un compte CeFi. Ça, c'est la première chose. C'est très facile de rentrer sur Binance. Il y a un autre avantage de la CeFi, c'est que pour retirer son argent de la CeFi, c'est aussi facile. Et en plus, tu as la possibilité d'avoir la carte bancaire qui, même si tu fais qu'un dépôt bancaire en euros et que tu n'utilises rien sur le service fourni par la CeFi, tu peux dépenser tes euros sans qu'ils soient sur ton compte en banque normal. Alors tu vas me dire, oui, mais ça sert à rien, tu peux faire pareil avec ton compte en banque. Sauf que, pas tout à fait, dans le sens où Binance n'étant pas une banque, par exemple, ou crypto, etc.,
la disponibilité de tes sous, si un jour en France t'as un bull run sur ta banque, etc., et que ça fait comme on reste, etc., eh ben c'est une autre source d'approvisionnement. Donc là-dessus, si pour moi, si tu préfères, c'est quand même intéressant de diversifier, c'est-à-dire de ne pas tout avoir sur ton compte bancaire. En plus, si sur ton compte bancaire, ça ne sert pas plus sur ton compte bancaire normal que sur ton compte CeFi. Donc, alors tu vas me dire, oui, mais c'est plus sécurisé sur ton compte bancaire normal que chez Binance, parce que si ça fait comme FTX, ils perdent ton pognon. Sauf qu'il y a des garanties en France, en principe. Ouais, voilà. T'as des garanties étatiques. Voilà, t'as quand même t'as un certain nombre de choses qui sont différentes, voilà, entre les deux. Mais moi, je trouve que c'est quand même bien d'avoir son argent, une partie de son argent, en tous les cas, sur un compte CeFi. Surtout qu'après, derrière, tu peux intervenir plus facilement, dans le milieu de la crypto-monnaie à partir de là, quoi. C'est bien, c'est à mon avis, c'est un bon point d'entrée et c'est mon opinion, quoi. Et selon toi, à partir de quel montant tu trouves que ça devient dangereux de mettre son argent sur la CeFi? Parce que moi, je vais te dire franchement, moi je fais pas confiance. Je mets le minimum. Voilà, je ne fais pas confiance dans les SEX en général, et je mets toujours le minimum dont j'ai besoin. Parce que tu as tout à fait raison de le dire sur un point, c'est vrai, c'est comment on sort l'argent. C'est vrai, la question qu'on peut se poser, c'est comment ensuite on transforme nos cryptos en euros. Alors évidemment, certains vont te dire, moi je les transforme en USDC ou en USDT, pardon. Mais dans ce cas-là, tu restes en crypto et de toute façon, tu peux pas réellement payer quelqu'un directement avec ça. Il existe des personnes qui vont accepter. Tu vas sur le Bon Coin, il y a plein de personnes qui acceptent les cryptos directement. Mais la majorité du temps, tu vas pas payer ton loyer en crypto, tu vas pas payer ton essence en crypto. Tu vas devoir utiliser des intermédiaires qui vont te permettre de transformer tes cryptos en euros. Et c'est vrai que les SEX à ce niveau-là, ils sont indispensables parce qu'ils font le pont entre la finance traditionnelle et la finance classique. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Ouais. Mais là, par contre, où je suis pas d'accord, c'est tu dis faut les stocker sur Binance, mais non, j'ai pas dit sur Binance ou d'autres. Non, mais oui, voilà, c'est Binance ou consort. Mais personnellement, tu vois, je me sens plus en sécurité d'avoir, du coup, parce que je comprends, c'est des stablecoins que tu as sur Binance, parce que de toute façon, c'est sur un exchange, c'est du BUSD ou Dieu sait quoi, t'as pas vraiment un compte euro, puisque c'est pas des banques. Mais si t'as un compte en euros sur Binance, tu mets des euros. Non, ouais, mais ils acceptent oui, mais c'est pas Binance qui les stocke, c'est une banque affiliée à Binance. Peut-être. Ce sera jamais Binance en propre. Alors je sais pas comment. C'est toujours ils ont des partenariats. Enfin, je sais que selon les exchanges, comment ça se passe, c'est qu'en fait ils ont des partenariats avec différentes banques. Alors avec une ou deux banques européennes, puis une ou deux banques. D'ailleurs, je crois que j'ai vu là passer sur Twitter que justement ils avaient un problème, là Binance avait de nouveau des problèmes avec leurs partenaires faire les virements Swift aux États-Unis et c'était bloqué. Et en fait, ils ont toujours les exchanges, sauf erreur, mais ils ont toujours un partenariat avec une banque. Donc même si t'as des euros, en fait, ils sont dans une banque, ils sont pas chez Binance. Donc tu as toujours si c'est pour se prévenir d'un risque bancaire, en fait, t'en as toujours un. Et là où, par contre, et en plus, tu ajoutes le risque de Binance. Tu peux faire, Binance, de l'exchange. Faut que j'arrête de dire Binance parce que, de l'exchange. Donc, en fait, tu te mets du risque sur du risque. Alors que, pour moi, le but, c'est, si je suis en crypto, c'est justement, comme tu dis, c'est avoir une autre alternative au système, et justement de faire confiance à personne. Donc, d'avoir des coins que je détiens en propre. Donc, pour les stablecoins, t'es quand même obligé de faire confiance à quelqu'un. C'est le problème, t'as pas, même s'ils commencent à en faire des stablecoins décentralisés, ils essayent encore d'en refaire après l'UST. Il y a AV qui va sortir son stablecoin, il y a Curve qui va sortir un stablecoin. Durant la table ronde. Ouais, je sais, je pouvais pas répondre, j'aurais voulu répondre. Il y avait, c'est pour ça, des stablecoins décentralisés, il y avait quelqu'un qui posait la question des stablecoins, qu'est-ce qu'on fait vu qu'il y a plus de stablecoins décentralisés? Ben, pour le moment, on attend, il y a un protocole qui s'appelle Liquidity, qui est pas trop mal, pour faire, le L avec le LUSD, qui est pas trop mal pour faire quelque chose de décentralisé, où ils essayent d'en faire. Et ça, pour l'instant, ça marche, c'est surcollatérisé.
Et c'est une autre alternative, c'est pas que de l'USDT ou de l'USDC dedans. Et sinon, il y a Curve et Aave, donc les deux plus gros protocoles DeFi, qui ont publié leur white paper pour faire un stablecoin. Et ça arrive. C'est d'ailleurs, si on veut faire un petit sur le token Aave qu'on a mis dans la liste des tokens à acheter peut-être cette année, Aave, s'ils sortent un stablecoin, je crois qu'ils se murmurent que, en gros, les revenus générés avec le stablecoin seront reversés aux holders de tokens Aave. Enfin bref, c'est deux alternatives. Mais sinon, actuellement, si tu veux un stablecoin, t'es obligé de faire confiance à Tether, à Circle, pour est-ce que c'est solide et est-ce qu'ils vont pas te bloquer ton argent du jour au lendemain. Oui, mais là aussi, en fait, on se leurre aussi sur ça, c'est mon avis, hein. Mais quand on voit, là, si je vais sur le CoinMarketCap, je vais aller sur le CoinMarketCap, hop, voilà. On regarde le top 10 des cryptos. Allez, on regarde ensemble. 1, Bitcoin. 2, Ethereum. 3, Tether. Ok, Tether, comme vous voulez. USDT, BNB, USDC encore une fois, XRP, BUSD, ADA, Doge et Sol. Donc on voit que dans le top 10, il y a 3 stablecoins qui sont backés en dollars. Donc en fait aujourd'hui, on peut pas dire qu'on est sorti de la finance traditionnelle et encore moins de la CeFi, parce qu'encore ça dépend de la CeFi. Certes, il y en a sur la DeFi, mais les USDT ils sont bien centralisés, les USDC aussi et les BUSD aussi par Binance. Donc au final, on n'est pas vraiment sorti de la finance traditionnelle et encore moins de la CeFi. Si je veux appuyer ça, j'avais même écouté, je crois que c'était le président de la banque centrale indienne, ou en tout cas un banquier indien, qui avait un poste important et qui critiquait les crypto-monnaies, là récemment, où il disait en fait, adopter les crypto-monnaies revient à étendre encore plus la puissance du dollar et à mondialiser encore plus le dollar, puisque tout est, les crypto-monnaies sont du dollar et se trade en dollars et uniquement en dollars, et tu ajoutes encore plus d'importance au dollar. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait qui comparait, je me souviens dans la conférence, pour vous résumer rapidement, quelqu'un disait, pour certains, et aujourd'hui dans les faits, on constate que la crypto, c'est un produit dérivé de la finance traditionnelle. C'est pas un produit à part, c'est un produit dérivé. Parce qu'on est encore en lien avec la finance traditionnelle. Est-ce qu'on en sortira réellement ? C'est l'avenir qui le dira, mais en tout cas, aujourd'hui, on voit très bien pour les traders, pour ceux qui font des analyses fondamentales ou techniques, peu importe, ils voient qu'il y a des corrélations entre la finance tradi et la finance crypto. Il y a eu à un moment des décorrélations à certains moments sur des annonces spécifiques à la crypto qui n'ont pas eu d'impact sur la finance tradi, mais en général, les annonces sur la finance traditionnelle ont des impacts sur la finance crypto. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, la crypto pour l'instant n'est qu'un produit dérivé de la finance traditionnelle. C'est plutôt il est devenu, parce qu'en réalité je trouve que en 2017-2018 avant l'USDC, avant les on était complètement on était complètement décorrélés. Mais il y avait moins et maintenant en fait c'est normal. Et voilà, à partir du moment où la crypto est rentrée par les institutionnels et la crypto est l'asset à risque des institutionnels. Tu as des banquiers qui te disent il te faut 3% de crypto dans ton portefeuille. Mais quand les marchés vont mal, la première chose que tu liquides, c'est ce qui a le plus de risques. Donc, c'est tes cryptos. Oui. J'avais vu un schéma de liquidité, tu voyais risque et liquidité, et tu voyais la crypto. Pour les banques, en fait, c'est le niveau 0 de liquidité. Enfin, c'est le truc qui est le plus risqué et qui est le plus liquide en soi pour eux. Mais pas forcément très liquide dans la mesure où pour le retransformer en euros, c'est compliqué quand même. Pour en revenir, peut-être à CeFi versus DeFi, je pense quelque chose qui est quand même intéressant à constater sur l'évolution, on va dire, du marché, qui était durant ces dernières années, on va dire, vraiment majoritaire, tout se passait sur les exchanges et très peu on-chain. Du coup, je trouve que depuis 2022, le volume de transactions, si on regarde les volumes d'Uniswap ou sur Defilama, quand on regarde les volumes sur 24 heures, la DeFi, c'est pas rien. Il y a beaucoup de volume qui se passe en DeFi, et c'est au niveau de gros exchanges, c'est dans les top 3, top 4 exchanges qui se passent on-chain comparé à un exchange.
Je crois bien C'est- que on avait vu Et je pense que- Uniswap était le 5e exchange avec le plus de volume parmi tous les exchanges. Attends, je vais retrouver, si on peut retrouver le tableau. Bon, je t'avoue que là, je regarde sur Défilama. Là, il y a 2 milliards aujourd'hui. Par exemple, un jour comme aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards de dollars qui a été fait en volume sur la DeFi. Ce qui représente 6%. C'est pas énorme. Ça Non. représente 6% du Et en volume TVL, on est à global. 47 milliards. Alors, c'est pas énorme par rapport à la Après, la TVL, TVL, je sais pas si c'est... Ouais, je sais pas si c'est un bon marqueur, parce que tu as des Ethers sur ta wallet, Oui, ils sont- pas comptabilisés, même si tu fais pas de LP, ils sont pas comptabilisés, et pourtant peut-être tu utilises la DeFi. Hmm. Pour moi, c'est plus le volume de trade qui est représentatif. Et c'est vrai que Uniswap fait 1 milliard, plus d'1 milliard de volume, ça représente un gros exchange. Effectivement, ouais. Après, c'est le Osmosis, problème, bien c'est que classé, hein. On c'est- est en 9e position là. Sur la totalité des DEX, Osmosis est en 9e position. Je veux dire, du coup, dans le ah oui, Cosmos Osmosis, Hub, ouais. dans le Cosmos Hub, on a un exchange qui fait partie du top 10. Ce qui est pas mal quand même. Hein. On va dire Du c'est top ça, 10 DeFi. la prochaine. Ouais. Comment Du top 10 DeFi. Du top 10. Oui, des DEX du coup. Oui, Oui. DeFi, oui. Ouais. Après, il y a combien de protocoles Solana là? Il y en a pas, je crois. Non? Bah non. Si Solana, c'est Orca. Oui, mais du coup, c'est pas dans le top 10. Qui C'est est- 13e. Il est là. Oui, c'est ça. Il est là, Orca, oui. Ouais, mais ici, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il est du même ordre de grandeur qu'Osmosis par rapport aux autres. En termes de volume, tu veux dire ça, et en fait, Ouais. Ouais, c'est Et disons quasiment... Oui, mais il y a quand même un tout petit peu plus sur Osmosis. Ou sinon, il serait après, content, tu c'est vois. le problème, c'est qu'il y a plus de... Enfin, je pense que sur une chaîne, c'est moins... On va dire que c'est peut-être il y a moins de dominance, et il y a plus de différents protocoles sur une chaîne monolithique que sur Osmosis, qui est vraiment là, qui est l'incontournable de Cosmos. Ça se sent que tu veux nous parler des différences monolithiques modulaires, mais on n'en parlera pas ce soir parce qu'on fait un débat Non, sur non, parce que... CeFi mais- versus DeFi. Mais Non. t'inquiète pas, prochaine fois, Mais là, je suis allé On voir parle de sur... on parle de Celestia, Je on suis parle allé de voir- tout ça, des nouveautés sur le Cosmos Hub. Vous verrez la différence entre les blockchains monolithiques Je suis allé et voir les sur, blockchains modulaires. Je suis allé voir sur l'agrégateur Solana qui a 35 millions de volume. Du coup, c'est à peu près similaire. C'est un peu le même ordre de grandeur que ce qu'il y a sur Tiens, du côté CeFi, sur cette Osmosis. fois-ci, du côté CeFi, on a Binance qui représente presque la totalité des exchanges en termes de volume. On est sur 24 heures, on est quand même à 62 milliards. Hein, je rappelle que ça, c'est que Binance. Hein. C'est uniquement Binance. Hein. Si on prend OKEx aussi, qui est en deuxième position, on est à 9 milliards, 10 milliards quasiment. Enfin, 9 milliards, voilà. Bitmart, 5 Tu l'as où ça, toi? Tu vas sur Coin 360. Parce que moi sur CoinGecko, ils me mettent 21 milliards. Ah ouais? Et ils me mettent un volume. Alors je sais pas ce qu'il y a la différence, mais il y a un volume normalisé et un volume sur 24 heures. Je sais pas ce qu'ils appellent volume normalisé, où ils mettent 9 milliards. Bah écoute, si vous savez la différence entre volume normalisé et volume Bah, sur je pense 24 c'est que heures, ils vous le disiez. Ils Bonsoir, enlèvent peut-être Croisé le des wash Lunes. trading ou... Je sais pas, mais en tout cas, tu vois clairement que Binance est le plus gros exchange. Donc si... C'est normal. Bah, c'est clair que t'as Binance... Ils ont plus de paires. Vas-y. Ah oui, Ouais. bien sûr. C'est eux qui ont le plus de paires. Ils ont les outils qui sont performants. Ce qu'il y a, c'est que les gens ils sont là-dessus parce qu'ils ont la qualité et qu'ils peuvent travailler correctement, quoi. Sinon, s'il n'y avait pas tout ce qu'apporte Binance en termes de fonctionnalité, eh ben les gens ils iraient ailleurs, quoi. Et ils sont leaders parce que c'est eux qui ont le meilleur service, quoi. Et ça, Oui, c'est vrai que Binance on peut pas leur retirer le fait qu'il soit très user-friendly. Et je dis pas ça parce qu'on a été invité chez Binance, hein, attention. Hein. Parce que moi j'ai toujours été pro CeFi par rapport à la CeFi. Mais je ne peux pas enlever le fait, comme on disait au tout début, que certains exchanges permettent plus facilement l'accès à la crypto que d'autres. Et je pense que réellement, l'accès à la crypto, c'est-à-dire que l'adoption massive de la crypto ne se fera pas avec la DeFi, mais avec la CeFi. La CeFi, de toute façon, c'est quoi, grossièrement? C'est quelqu'un qui va vous prendre par la main et qui va vous dire viens, je vais tout expliquer, je vais le faire à ta place, même tu me donnes juste ça, et moi je gère tout pour toi.
À la limite, ça pourrait être soit la CeFi, l'adoption massive, soit la CeDeFi. Alors la CeDeFi, c'est tout simplement la CeFi, mais sur la DeFi, c'est-à-dire que par exemple, c'est exactement ce que c'était Celsius, c'est exactement ce que fait Nexo. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément le temps, l'envie de stacker vous-même vos cryptos, vous n'avez pas envie de créer des nodes, etc. Eh bien, ou de faire du yield farming, eh bien, nous, on va vous garantir un taux. Par exemple, je sais pas, Nexo, ils vous disent, nous, on garantit un taux sur stablecoin ou autre. Et nous, après, on se démerde comme on peut. On se démène comme on peut. Excusez-moi, pardonnez-moi du terme. On se démène comme on peut pour tenter de vous donner un pourcentage et vous garantir ce pourcentage. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la DeFi et on va placer sur la DeFi à votre place. Donc oui, la DeFi, c'est vraiment réservé aujourd'hui, malheureusement, aux experts, mais je pense que ça, c'est une idée reçue. Mais parce que c'est pas si compliqué que ça, en fait, la DeFi. Pour moi, la vraie différence qui va avec durant l'année et durant le temps, la vraie différence qu'il y aura entre DeFi et CeFi, c'est la propriété de tes clés. Et tout le reste va s'effacer où t'es pris par la main, etc. Les wallets vont énormément s'améliorer. Il y a énormément de travail qui est en train d'être fait sur les wallets avec des wallets où alors ça, c'est les nouvelles wallets qui sont en train de faire. On peut les critiquer, mais c'est des wallets où tu n'as plus de seed phrase et tu t'authentifies avec un mail, ou du moins tu peux récupérer ta seed avec un mail ou un identifiant ou un numéro de portable. C'est les wallets comme Argent Wallet que tu as sur Starknet, qui sont en fait la wallet est en fait un smart contract. Et tu peux récupérer ta wallet. Tu peux récupérer ta seed de la wallet avec un truc social. Alors c'est certes plus centralisé, mais peut-être que pour certaines personnes, c'est ce qui va convenir le mieux de pouvoir récupérer, faire mot de passe oublié de temps en temps. Je pense que c'est à fuir. Je me permets d'intervenir. C'est excellent. C'est à fuir. Un élément, un avis contradictoire. Je t'écoute. Eh bien, en fait, à partir du moment où tu as un système de récupération, c'est une faille. C'est une faille parce que on connaît tous le téléphone, le mail. C'est quelque chose qui est ultra vulnérable aujourd'hui. C'est quelque chose où on peut faire de ce qu'on appelle le man in the middle. Donc, c'est une des attaques les plus connues. Hein. C'est t'as une entité A, on va dire Binance par exemple. L'entité B, Jus, voilà. Alors... Jus pense aller sur Binance et en fait, le flux de Binance est détourné par un tiers et il récupère toutes les infos dedans. Alors, je vais te dire que ouais, t'as tout à fait raison, mais j'ai pas voulu aller plus loin sur Argent. Mais par exemple, ce qu'ils font Argent, c'est que tu peux aussi, eux, ce qu'ils disent, notre setup, le meilleur setup qu'on fait, c'est en fait, au lieu de, tu peux récupérer avec le mail et comme tu dis, c'est pas ouf. Comme tu dis, t'as ces failles. Et eux, ce qu'ils disent, mais tu peux aussi récupérer avec une ledger. C'est en gros, ta ledger signera la transaction pour récupérer. Ou l'adresse de X ou Y de ton frère, de ta cousine, pourra aussi récupérer et redemander ton mot de passe. Du smart contract, en fait. Pourra call le smart contract pour te redonner accès au wallet. D'accord. Ça, c'est la wallet argent, c'est ça? C'est la wallet argent, mais il y en a d'autres qui font ça. Mais oui, c'est eux particulièrement. Ouais, en termes de wallet, en ce moment, hein, bon, je dérive rapidement, hein, mais c'est vrai que vous êtes pas sans savoir que, si vous êtes sur le Discord en tout cas, qu'on a parlé notamment de Backpack. Et Backpack, c'est une wallet sur Solana. J'avais fait une courte vidéo, un short, et en fait, ils m'ont recontacté par la suite. J'avais pas de partenariat ni quoi que ce soit, hein. J'y suis allé de ma propre volonté. Et ils sont venus me voir, ils m'ont proposé pour l'instant de discuter, à voir ce que ça va donner. Mais pour résumer, Backpack, j'espère qu'on va pouvoir vous donner des invites codes. On vous a déjà distribué des invites codes sur le Discord. Malheureusement, il n'y en avait pas pour tout le monde. Si je réussis à en avoir plus, ne vous inquiétez pas, je vous en donnerai un maximum. Tout ce que je peux vous donner, je vous le donnerai. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On verra comment ça va se jouer. Mais pour résumer, Backpack, c'est une wallet qui va pouvoir... ouvrir, on va dire, des applications qui va pouvoir permettre de développer facilement des applications sur Solana. Je sais que vous n'aimez pas Solana, mais peut-être que ça vous aussi intéresser. Et ETH, oui, ETH aussi. Du coup, en fait, c'est des applications, mais c'est surtout utilisé, je pense, pour portable. Ça sera surtout utile pour ceux qui utilisent sur le téléphone portable. Et là, en termes d'adoption massive, c'est justement l'accès
au contrôle de sa clé privée de manière ultra simple. C'est permettre à n'importe qui de pouvoir utiliser en fait la crypto et la DeFi et les NFT. Donc c'est pour faire un peu le lien entre notre débat CeFi DeFi et l'utilisation des wallets. Parce que encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui me disent MetaMask c'est l'enfer à utiliser. Il y en a beaucoup qui galèrent à utiliser MetaMask, à comprendre MetaMask. Il y a beaucoup de personnes aussi qui perdent bêtement leur crypto-monnaie sur MetaMask en validant des smart contracts qui sont verrouillés, en oubliant de révoquer des contrats. D'ailleurs, je ferai une vidéo prochainement, je pense, de quelques minutes où je vous explique, les gars, faites attention, n'oubliez jamais de révoquer les contrats une fois que vous les avez utilisés, parce que même si vous avez une ledger, la ledger ne vous protégera pas du fait qu'on pourra utiliser contre votre gré des contrats qui ont déjà été prévalidés. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce débat, qu'on puisse l'alimenter un peu? Parce que je suppose qu'on n'a pas tout dit non plus. Ouais. Moi j'ai une question, parce qu'en plus on a quelqu'un qui est dans ce cas-là et je l'en ai jamais rencontré. Du coup, il demande, tu as accusé des pertes de fonds auprès de deux exchanges, enfin que tu t'as cité tout à l'heure, un FTX et j'ai dit exchange en raccourci. C'était pour c'était un exemple. Ok, merde. Parce que je sais pas si vous l'avez fait. Moi, oui, parce que j'ai du temps à me perdre par moment. J'ai lu les conditions d'utilisation complète de Binance, par exemple. Ah ouais. Et ouais. Résumer alors. Eh bien, la notion la plus importante à retenir, c'est que donc la phrase, pas votre clé, pas votre wallet, machin, blablabla, il est vrai. C'est que tu leur donnes tes fonds. Non, tu as une reconnaissance de dette. Enfin, plutôt, c'est dans l'autre sens. Attends, je sais plus dans quel sens c'est. Mais en gros, t'es pas à poil non plus. Et je sais pas comment ça se passe parce que j'ai jamais entendu personne en parler en fait. Je pense que sur FTX, tu dois avoir la même. Sur Celsius. Je crois que sur Celsius, non, justement sur Celsius, non. Je crois que j'avais vu passer sur Twitter que sur les lenders, justement, dans les conditions d'utilisation, ils te disaient que t'avais pas une reconnaissance de dette, mais que tu leur laissais la pleine gestion. Bien sûr, ils te doivent, tu leur laissais la gestion et tu acceptais qu'ils te gèrent tes fonds. Et je crois pas il y avait ce truc où ils ne te devaient pas l'argent. Tu n'étais pas créancier prioritaire. Tu n'étais pas utilisateur. Tu étais juste créancier banal, je crois. Oui. Du coup, allô? Ouais, mais je n'ai pas. Non, mais non, oui, ça aurait pu, ça aurait pu. Ouais, non, ça aurait pu. La vérité, si j'ai perdu des fonds, pour dire, je crois que j'avais $5 qui venaient sur FTX que je n'avais pas withdraw, qui dormait ou quelque chose comme ça. Tu t'es tapé les conditions de Binance. Il y a quelqu'un qui nous dit que les conditions pour Amazon, c'est apparemment il faudrait 1 an pour lire toutes les conditions d'Amazon. C'est vrai qu'en termes de conditions générales, sur la CeFi, je doute qu'on ait une seule fois regardé vraiment les conditions générales de Crypto.com, de Binance et d'autres plateformes. Ça m'étonnerait fortement quand même. On est là, on accepte, on sait pas vraiment ce qu'on accepte. Heureusement qu'on est protégé quand même. Surtout, c'est toujours pareil. Oui, voilà. C'est là encore le gros problème. C'est plus, comme vous le disiez au tout début, c'est un problème de responsabilisation. C'est-à-dire que la CeFi vous déresponsabilise alors que la DeFi vous responsabilise. C'est-à-dire qu'on vous prend pas pour un enfant quand vous êtes sur la DeFi. On vous dit, vous êtes responsable de vos propres fonds. Vous devez conserver vous-même votre clé privée. Donc c'est à vous directement de faire attention et de protéger votre clé privée comme vous le sentez, mais vous devez le faire au mieux. Donc évidemment on pourrait se dire on laisse normalement à des professionnels, ils sont censés gérer ça pour nous. Sauf que avec les différentes problématiques qu'on a eues récemment, les différentes faillites, on a eu Genesis récemment, mais il y avait bien sûr FTX, vous connaissez tous. Il y a eu aussi Celsius, et peut-être qu'il y en aura d'autres, parce que le problème dans cette histoire, comme vous le savez, sur la CeFi et la CDFi, c'est qu'en fait ils sont tous liés les uns aux autres. C'est-à-dire que chacun prend des parts de l'autre, etc. Et le jour où quelqu'un ou le plus gros tombe, en fait tous tombent par effet de domino. Et c'est ça le gros problème. Et on discutait notamment avec un ancien de chez Conoils, et il nous expliquait que c'était un peu ça en fait. Pas chez Conoils, attention. Je dis pas chez Conoils, mais c'était un peu ça ce qui se passait en général sur la CeFi.
Et parfois, il y a de la CeeDeFi dans la CeeDeFi. C'est-à-dire que des mecs qui font les prestataires pour des mecs qui sont dans la CeeDeFi. Donc ça devient encore plus dangereux. C'est-à-dire qu'au final, on n'a plus aucun contrôle. Sur la CeFi, vous avez un contrôle qui est plutôt... c'est vous-même qui gérez... C'est vous-même qui gérez. La CeeDeFi... Sur la DeFi, plutôt. Non, la CeFi. La CeFi, c'est... quand je dis vous, je veux dire le SEX, par exemple, Binance, Crypto.com, c'est lui qui gère lui-même la gestion de ses fonds, comment on va gérer les fonds, comment on va les protéger, etc. Et donc, on est... même pas. Non, mais quand tu fais de la CeFi, c'est toi-même qui va protéger les cryptos de tes utilisateurs. C'est en général... Même pas forcément. T'as plus de contrôle que sur la CeeDeFi où carrément là, tu fais confiance à des protocoles externes, et ces protocoles externes, tu sais pas comment ils fonctionnent, tu sais pas t'as aucun contrôle dessus. Tu arrives, demain, tu mets de l'argent de tes clients dessus, t'es exactement l'équivalent d'un gestionnaire en patrimoine. Alors oui, je vais te dire oui, mais en même temps, les 3/4 des exchanges font confiance aussi à un tiers, et c'est juste un autre tiers, l'exchange ne gère pas tout seul, fait des prêts à des tiers, donc tu t'en reviens au même. Oui, mais il y a plus de contrôle. Si l'exchange prête l'argent... Plus tu vas te rapprocher, en fait. Oh non. Je pense que plus tu vas te rapprocher, pour moi, il y a plus de risques. Il y a plus de risques sur la CeeDeFi que sur la CeFi, selon moi. T'as moins de contrôle sur la... Alors là, je suis absolument d'accord. C'est ce qu'on disait à la personne qui était sur Nexo, c'est que c'est fait, et c'est la chose que je dis toujours, c'est le yield qui est présent sur toutes les plateformes de lending centralisées actuellement. C'est impossible de l'avoir de manière safe. Pendant le bull run, c'était possible d'avoir des rendements à 12% illimités sur du stablecoin. Actuellement, c'est impossible de faire ça sur des gros volumes. Donc, t'es obligé de faire des trucs risqués avec. Soit c'est juste une opération marketing et tu finances le yield par ta propre poche, par des fonds propres, par des levées de fonds, par ta trésorerie, par Dieu sait quel moyen. Mais sinon, t'es obligé de faire des prêts collatéralisés à d'autres acteurs où tu ne sais pas quelles sont leurs garanties de remboursement. Tu ne sais pas de quel niveau ils sont, et tu as ce qui se passe, il fait faillite, tout le monde retire son argent, tout le monde dit appel de dette, rends l'argent, rends le prêt, et finalement tu te retrouves que y a pas assez pour payer tout le monde, et t'en as X et Y qui sont en faillite et qui cachent, qui manque, qui a un gros trou dans la trésorerie et qui fonctionnent en fractionnaire. Et je suis certain qu'il y a toujours plein d'exchanges qui fonctionnent en fractionnaire. J'en suis persuadé. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et c'est d'ailleurs ça le danger de cet effet domino, c'est-à-dire que dès lors qu'il y en a un gars qui va tomber, ils vont tous tomber en même temps, les uns après les autres. C'est pour ça que je disais à cette personne, quand j'avais mis Celsius et Nexo dans la même catégorie, ce qui n'est pas vrai pour l'instant, évidemment. Nexo, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de problème. Ils ont juste eu à payer 8 milliards d'amendes auprès de la SEC, et ce qui est déjà, je trouve, important quand même. Non, 8 millions, excusez-moi, 8 milliards, excusez-moi. Non, 75 millions, je crois. 45 millions. 45 millions ? Alors, j'ai dit encore une bêtise, 45 millions. C'est... Enfin bref, ils ont dû payer une amende. Il y a des bruits de couloir qui disent, et quand j'ai discuté avec des personnes à la conférence CryptoXer, qui m'ont dit ouais, ça sent très mauvais pour Nexo. Alors vous allez me dire, ok, n'importe quel il y a quand même 300 policiers, il y a quand même une perquisition de 300 flics à leur siège en Bulgarie. Ouais, voilà, il y a beaucoup de choses qui laissent penser que, sincèrement, autant limiter le risque et sortir de la plateforme. Je dis pas qu'il y aura un problème. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je dis pas qu'il va y avoir un problème, mais si vraiment, est-ce que, en fait, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que le risque vaut la chandelle ? Est-ce que ça vaut le coup de mettre son argent là-dessus et de voir peut-être disparaître tout son argent simplement parce que on n'a pas voulu faire un petit transfert. Et là, faut le savoir aussi. Beaucoup de personnes qui me disent, alors c'est pas le cas de la personne qui est sur Nexo, hein, mais beaucoup de personnes me disent en général, moi, si je suis sur des exchanges centralisés, si je suis sur Crypto.com, sur Binance, c'est simplement parce que j'ai la flemme de transférer mes cryptos et parce que j'ai peur aussi de mes compétences, c'est-à-dire que j'ai peur de faire une bêtise. Et là, je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, si jamais tu te trompes d'adresse, tu te trompes quelque part, tu dis adieu à tes cryptos. Il n'y a pas d'erreur possible. Soit c'est bon, soit c'est pas bon.
Demain, tu vas à ta banque, tu fais un virement à quelqu'un, tu te trompes, l'argent revient. Et aujourd'hui, il manque ça aussi dans la crypto. La possibilité de faire, dans le cas d'erreur, la possibilité de faire revenir l'argent. C'est déjà un petit point, tu vois. Mais on va dire qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui font que la crypto n'est pas user-friendly. Tu vois, c'est pas possible pour n'importe quelle personne de rentrer dans la crypto. Souvent, on parle de Madame Michu, sauf que bon, j'ai tendance à dire aussi que Madame Michu, on s'en fout un peu de elle dans la crypto. Nous, on veut pas de Madame Michu. C'est ça, c'est ce que j'ai... C'est ce que j'ai envie de te dire. C'est pas qu'on veut pas de Madame Michu. Non, mais parce que moi, je pense que pour les transactions, pour les sécuriser, en fait, de toute manière, je pense que le système, tel qu'il est fait aujourd'hui, il manque quelque part, il marche à l'envers. C'est-à-dire que si tu voulais sécuriser ton transaction, aujourd'hui, ce que tu fais, c'est quand tu fais une transaction, tu dis, j'envoie de cette adresse vers une autre adresse. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner pour être sécurisé. Il faudrait que tu fasses une requête de ton adresse de réception à ton adresse d'appel, et sur ton endroit ou ton adresse d'appel, tu valides que tu envoies l'argent à l'adresse sur laquelle tu fais ta requête. Et à ce moment-là, à ce moment-là, ce qu'il y a, c'est que tu fais qu'une validation à partir de l'adresse sur laquelle tu vas recevoir. Ouais, mais ça fait plusieurs transactions, du coup. Parce que, ou alors, faut qu'elle soit offline. Oui, parce que ça tu pourrais... Alors, je sais pas comment ça pourrait... Alors, tu fais un ping, tout simplement. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un ping. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Il faut un ping, moi, je pense qu'ils envoient un tout petit montant sur l'adresse de réception. C'est ce que je fais, moi. Bah voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. La première transaction, je la fais... Mais c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Mais ça devrait être obligatoire, tu vois. On devrait prendre les gens sur certains protocoles. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait avant. Au-dessus d'un certain montant, d'abord, on vous demande d'envoyer $1, tu vois. On dit vérifier avec $1 et en fait, tu ne peux pas envoyer $10 000 tout seul. On te met une sécurité en forme. Mais la réalité, c'est que avant, on faisait tous ça. Oui. Alors, en 2017, on disait tous à envoyer une poussière avant de faire. Mais là, ça se fait plus. Pourquoi ça se fait plus? Parce que les frais sur ETH sont hallucinants et que du coup, tu vas pas conseiller à quelqu'un, fais d'abord un swap de $1 et paye $10 de fee. Je te sens venir. C'est ça. Et où envoie venir avec Solana. Non. Je te sens venir, si. Je le sens. Non. Bah oui, sur Solana, tu peux carrément le faire. Et ce serait idiot de pas le faire. Mais par contre, autre chose que tu disais pour sécuriser tes wallets, mais je pense que le problème, c'est pas fait ou c'est trop compliqué. Le problème, je pense que c'est comme sur Internet. La première chose à faire, c'est que tout le monde devrait prendre un peu de temps, prendre une semaine de formation, prendre 6 heures ou 8 heures pour apprendre à sécuriser de son temps, pas forcément prendre une formation, mais lire au moins quelques articles, lire la documentation de Ledger, regarder 3 vidéos de LFDM sur la sécurité, faire un petit peu de devoir pour savoir comment... Alors déjà, la base sur Internet. Je pense que si tu te fais hacker tes mots de passe Gmail, Facebook et que tu as régulièrement des virus, apprendre comment éviter ça. Et 2, sur la sécurité des cryptos ensuite. Pour apprendre à pas te faire... avant de faire quoi que ce soit en crypto. Après, je trouve que les wallets, quand même, ils sont mauvais, quand même. En général. Parce que un wallet, par exemple, tu envoies de l'argent de ton compte sur un compte, le wallet, il pourrait apprendre quelle est l'adresse qui lui a envoyé de l'argent, et toi, tu pourrais te dire, cette adresse qui m'a envoyé de l'argent, c'est mon, ça le fait. C'est mon compte. Alors, ça apparaît le numéro, en fait. Le problème, c'est que tu peux pas enregistrer. En fait, qui le fait pas. Si tu peux pas enregistrer. Le problème, c'est quand on le fait. Alors, si tu peux, moi, sur mes wallets, tu peux le faire, mais sur MetaMask, c'est moins facile à faire. Mais par exemple, sur les wallets Solana, tu peux avoir un carnet d'adresses. Quand tu as déjà envoyé à une adresse sur certaines wallets que j'ai, quand t'as déjà envoyé à une adresse, ils te disent t'as déjà envoyé. Quand t'as jamais envoyé, ils te disent vous avez jamais envoyé à celle-là. Êtes-vous sûr de vouloir envoyer à celle-là? C'est ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de wallet qui se respecte qui n'a pas cette feature. Comme vous l'avez dit, les gens ne l'utilisent pas. Mais moi, il y a un truc qui me chagrine quand même dans ce que vous énoncez. On va repartir sur le principe de base. Un petit bout de papier qu'on envoyait à la poste. Si on se plantait sur l'adresse, la lettre elle arrivait jamais quand même. On part d'un principe de base.
Et qu'est-ce qu'on faisait? Alors là, tu me fais... C'est ça, t'as tout à fait raison. Donc, c'est parce que tu me fais penser à... vas-y, tu vas suivre. Vas-y, non, mais vas-y. Non, c'est parce que je pense... Quand tu m'as dit ça, que dire le revert, la fonction de revert, ça m'a fait penser à une chaîne sur Cosmos qui s'appelle Agoric, qu'ils ont pas encore sorti smart contract. Oui, mais justement, eux, c'est ça. Eux, c'est une VM écrite en JavaScript. Mais justement, ils disent que la particularité de leur VM, c'est que tu auras une fonction de callback si tu fais une erreur. Et tu pourras revert la transaction. S'il y a un problème, tu pourras forcément revert la transaction, comme tu dis, que c'est comme la lettre de la poste, où si tu te trompes d'adresse, ça revient au destinataire. Et pour taper un peu sur la CFI rapidement, moi, dernièrement, j'ai eu un problème sur crypto.com. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Parce que j'envoie des fois des fonds sur crypto.com pour utiliser la carte, parfois pour mes besoins au quotidien tout simplement. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur crypto.com? J'ai envoyé des Cosmos. Mais j'ai envoyé du coup à des Cosmos et comme vous le savez, ils vous demandent systématiquement un mémo. Le mémo est obligatoire dès lors que vous allez aller sur les sexes. Pas sur tous les sexes on va dire, mais sur la plupart des sexes, on vous demande de mettre un numéro à 9 chiffres, ou 9 chiffres, oui c'est ça, et vous l'entrez et ça vous permet de vous identifier sur la plateforme. Ça c'est vraiment propre au Cosmos Hub, vous l'avez aussi sur certaines plateformes, sur d'autres blockchains, mais c'est vraiment propre au Cosmos Hub le fait d'avoir un mémo en plus. Mais moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un mémo d'une autre blockchain et en fait c'était pas du tout le même mémo sur crypto.com, ce qui fait que j'ai envoyé à la bonne adresse mais avec le mauvais mémo. Eh bien j'ai perdu mon argent et crypto.com n'a rien fait pour moi. Ils m'ont laissé avec $300 de perdu. Voilà, c'était juste pour dire ça. Faites attention à ne pas vous tromper dans le mémo, car même avec un sexe, vous n'êtes pas à l'abri que les mecs s'en foutent complètement et vous disent bah non, vous êtes trompé. Alors que c'était la bonne adresse. Hein. Mais ça, le problème, c'est le service client de crypto.com qui est dégueulasse et qui est une honte aussi. C'est ça, exactement. Je suis tout à fait d'accord, mais le service de Binance, tu vois, à ce niveau-là, quand tu te trompes de mémo, ils te prennent un petit peu de frais et ils te disent bon, bah, vous inquiétez pas, on va vous rembourser et c'est automatique. Sur crypto.com, à ce niveau-là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que déjà, ils vous demandent, s'ils font des recherches pour vous, déjà, sur la somme, ils vous demandent $150. Minimum. C'est-à-dire, peu importe ce que vous allez faire, ils vont vous demander $150. Bon, voilà. Si t'es pauvre, tu pleures. Oui, c'est ça. Bah, j'aurais récupéré les $300, en fait, j'aurais récupéré $150 à la fin. Merci Crypto.com pour avoir envoyé des gars pour aller chercher l'adresse, quoi. À ce niveau-là, je préfère Binance, du coup. Largement. Parce que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois sur Binance. La première fois, j'étais en panique. La deuxième fois, c'était tranquille. Hein. Ils ont même un formulaire, ça se prend 2 secondes. Hop, au bout de 2-3 heures, c'est déjà terminé, vous récupérez votre argent. Mais pour revenir à ce que tu disais à propos de la sécurisation, sur le fait de se tromper d'adresse ou pas, effectivement, ça revient à très longtemps. En fait, ça nous responsabilise sur de nouvelles choses. Comme tu le dis, t'envoyais une lettre à l'époque, bah, tu te trompais d'adresse, la personne ne recevait jamais la lettre. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à mettre des suivis. Et on a commencé à faire attention. Et ta lettre, contrairement à ton adresse, quand tu l'as envoyée, même si tu te trompes d'adresse, elle revient normalement. Tu vois? Si tu as marqué ton nom au dos, bon. Oui, bien sûr. Mais tout ça, c'est quelque chose que je vais dire souvent et vous m'excuserez les termes, mais c'est que on devient de plus en plus des assistés et des bolosses, de manière générale, parce que des choses sont faites pour nous corriger. On nous met un mécanisme pour nous dire attention, tu vas faire de la merde. Est-ce que tu veux vraiment faire de la merde? Et ainsi de suite. Je vais prendre un exemple purement personnel, donc la solution dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est des choses du coup qui doivent être ancrées dans le marbre. T'as une adresse, tu ne dois jamais la manipuler en fait. C'est un bouton copier-coller dans un champ et d'une source sûre vers une cible sûre. Genre par exemple, tu vas pas faire tu fais pas un swap si ton chat saute sur ton clavier. Toi, ça me paraît aberrant. Mais je suis sûr que ça arrive à quelqu'un en plus. Dire c'est pas grave, regarde, il est beau le chaton, il est sur le clavier. Bah il appuie sur une touche, boum, tu l'as dans l'os en fait. Et c'est un truc. Voilà, c'est ayant un chat, hein, je connais bien les bails. Hein. C'est des trucs, tu vois. En fait, il faut faire gaffe. Et je comprends même pas en fait toi qu'aujourd'hui, par exemple, moi sur Binance, j'ai tous mes wallets qui sont enregistrés. Je me fais trouver mon compte Binance un jour, ok, on saura que j'ai, je sais pas moi, 5 adresses dessus d'enregistrées. Mais ça te garantit en fait que, plus tu vas taper des choses, plus tu as des inputs utilisateurs, plus c'est source d'erreur. C'est clair.
Oui, c'est parce comme qu'en général, les le hacks fait sur de... les plateformes, c'est des hacks de compte, pas de la plateforme elle-même. La plupart du temps. Hein. Évidemment, FTX est une exception, mais la plupart du temps, c'est des hacks de personnes. Soit, d'ailleurs, faut savoir une chose, c'est que je ne sais pas, hein, j'ai pas les statistiques, mais je pense sincèrement qu'il y a plus de gens qui perdent de l'argent sur des wallets dont ils détiennent la clé privée que sur des wallets qui dépendent d'exchange. Je pense vraiment qu'à ce niveau-là, il doit y avoir plus de problèmes, je pense, de ce côté-là, pour une raison très simple, c'est que l'exchange, même s'il ne te responsabilise pas, il t'oblige à faire certaines démarches. Il t'oblige parfois à avoir la double authentification, il t'oblige à mettre un mot de passe plus ou moins sécurisé. Il y a plein de choses qui vont faire que l'exchange va se protéger plus ou moins, et même si quelqu'un se connecte sur ton compte, il va bloquer normalement les fonds, il va t'empêcher de sortir tout de suite, alors que demain, ton wallet MetaMask est verrouillé, c'est fini. Tu l'oublies, derrière, plus personne ne pourra revenir. En plus, sur Binance, à la limite, tu peux aller les voir, te plaindre, et peut-être ils peuvent faire quelque chose pour toi. Quand tu as tout seul tes clés privées, que tu les gères toi-même, il n'y a personne qui va t'aider. Ça dépend aussi, parce que je sais pas si tu as suivi qu'il y avait un problème avec les clés API, donc pour les traders qui tradaient avec des bots, oui, ça, c'est vrai, oui. où il y a une société qui s'est fait hacker ils ont rien remboursé du tout. Ah bah, Binance, notamment, c'était Binance, et ils ont dit, même CZ a tweeté, parce qu'il y avait un influenceur, ils ont dit, on peut absolument pas, ils ont fait l'autruche, c'est quand justement il y avait des gros retraits sur Binance, et ils ont fait, non, on ne peut pas être sûr à 100% que c'est toi qui as withdraw et qui a fait ces mouvements, ou à cause de la clé API, donc il n'y aura pas de remboursement. Je pensais qu'ils avaient remboursé, ouais. Ah oui. D'accord, ok. Donc ils ont remboursé personne. Okay. Parce que non, après c'est un level au-dessus. Alors personne, peut-être que certains ont été, peut-être que certains, mais c'est une level au-dessus. En général, c'est réservé aux traders qui utilisent des bots, quoi. Mais pas forcément. Il y a des sites qui te proposent de mettre ton API Binance. Je crois que c'était Journal du Coin, enfin du coup Trading du Coin. Tu pouvais mettre ta clé API et avoir ton compte managé par des traders, moyennant un petit abonnement. Et ça se fait beaucoup, en fait. D'accord. Moi, je suis pas trader, mais je sais qu'il y a des personnes qui l'utilisent. Je savais qu'on utilisait souvent les clés API pour les traders pro, mais je savais pas que ça se faisait aussi pour les traders particuliers. Mais ce genre de truc, c'est ultra risqué, quoi. C'est parce clair. que clairement. Donner. C'est ça, hein, c'est mais clairement donner. Comment ça se fait que, alors là, il faut aller jusqu'au bout, parce que normalement, tu peux limiter l'accès sur l'API. Ce qu'elle peut faire, normalement, c'est acheter revendre. Ouais. C'est ça, il y a plein de... Pourquoi ils ont donné accès au withdraw, en fait? Parce que tu peux... Alors, tu peux interagir comme ça. Je prends un exemple que j'utilise, moi, c'est sur KuCoin, et Flux. Mon compte KuCoin, il est lié avec Zelcore, pour la simple et bonne raison que ça me permet de vendre plus rapidement mes flux. Mais pour rien au monde, en fait, je donnerais accès à quelqu'un d'autre à ça, quoi. Et c'est même un truc parce que je fais gaffe, je le lis parce que je sais que je dois avoir une opération à faire et je le délie après. C'est pas un truc que je laisse traîner que je vais laisser traîner, quoi. Après, pour en revenir, je crois que les manipulations qui avaient été faites sur Binance, c'était pas, je sais qu'il y avait les retraits, je suis pas sûr, mais je sais aussi ce qu'ils ont fait, c'est que les personnes qui avaient des gros montants, les hackers s'en servaient pour faire pump un shitcoin où il y avait très peu de liquidité sur Binance, mais la paire existait. Okay. Le mec avait sur un autre compte anticipé et acheté des jetons. C'est notamment, je crois que c'est quand l'Osmosis est monté à $12. L'autre compte acheté en masse. Je dis que le token Osmosis ne devait pas avoir beaucoup de liquidité sur Binance. C'est ça. Et ou Dotcoin. Parce que j'ai dit après shitcoin Osmosis, mais en fait c'est beaucoup de coins un peu vides, disons. Oui. Un peu loin. Qui n'ont pas beaucoup de volume au début. Voilà. Qui n'ont pas beaucoup de volume ou de liquidité. Voilà. Excuse-moi, défenseur d'Osmosis. Je défends pas Osmosis, je rétablis juste la vérité. Vas-y, je te laisse continuer, vas-y. Et voilà, je crois que... Oui, en gros, ils ont utilisé... Sur ça, ok, donc si on a bien compris... Oui, voilà, il faisait pump... Un compte faisait pump le cours, et l'autre compte vendait, et du coup, tu transférais l'argent d'un compte à l'autre, sans doute avec des pertes, mais c'est comme ça que tu faisais ça, et du coup, le mec disait, non, c'est pas moi qui ai acheté ça, il y a aucun sens pourquoi j'ai acheté ça. Il dit, on peut pas le vérifier, voilà, tant pis pour toi. Tu as gardé tes tokens que t'as acheté 100 fois trop cher.
il y a des risques dans la finance, mais à partir du moment où tu mets les doigts dans la finance, il y a des risques. Demain, tu prends une assurance vie dans un organisme d'assurance vie et l'organisme il ferme la porte et il se barre avec la caisse. Tu te retrouves de la même manière coincé. T'as perdu ton fric dans une boîte d'assurance vie qui est parce que l'assurance vie, ça pourrait fonctionner. Quand c'est comme de la comment ça s'appelle, de la CDFI. Tu pourrais avoir des CDFI sur Internet. C'est comme une assurance vie, c'est-à-dire que derrière l'argent, tu leur donnes et c'est eux qui font fructifier et te donnent un rendement. C'est ça. Oui, voilà. Ça peut être ça. Il y a certains où c'est que donc, la banque va prêter à des traders, quoi, avec des fondations ou des groupes. Donc aujourd'hui, dans la crypto, t'as une boîte qui se monte comme ça, quoi. Bon, mais toi, si toi aujourd'hui dans la finance normale, si ta boîte d'assurance vie elle fait des conneries, tu peux perdre ton pognon. Et sur la crypto, si ça déconne aussi, tu perds ton pognon. Moi, pour moi, il y a la seule différence, c'est que ta boîte d'assurance vie, elle est en France. Tu peux éventuellement. C'est ce que j'ai à te dire. Voilà, tu peux éventuellement choper les mecs qui sont derrière. Quand c'est à l'autre bout du monde, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais en fait, le souci, il est juste là. La différence, pour moi, elle est pas si grande que ça. Elle est pas si grande que ça. Je pense qu'on fait tout un truc énorme autour de la sécurité. Et je pense que il faut que les gens qui veulent venir à la crypto, ils doivent faire attention, mais il faut pas non plus que ça soit un problème qui les empêche de venir, parce que je pense qu'ils passeraient à côté de quelque chose. Après, ça dépend pourquoi on vient dans la crypto, parce que si tu viens dans la crypto-monnaie aujourd'hui et que tu viens dans la finance de la crypto-monnaie, parce que ça c'est la partie financière de la crypto-monnaie, si tu fais pas déjà de finance dans la finance traditionnelle, compliqué, ou t'as pas regardé un petit peu, c'est-à-dire que tu vas essayer des rendements, comment gagner de l'argent dans la finance traditionnelle, les gens ils ont fait peut-être des livrets A, etc. Ils ont pas mis les pieds dans la bourse, ils ont pas vu ce que c'était, etc., etc. Ils se disent bon, avec la crypto-monnaie, ce sera peut-être plus facile. Non, tu vas sur les marchés, tu peux aller t'essayer, si tu veux regarder ce que c'est que le trading, tu vas sur le marché du forex, tu ouvres un compte forex, et c'est pas plus sécurisé que dans la crypto, parce que des arnaqueurs en forex, des sociétés qui sont créées et qui sont parties avec le pognon de la personne qui avait des sociétés à Chypre ou je sais pas où, quoi. Ça a fait exactement la même chose qui peut arriver dans le monde de la crypto. Donc ça n'a rien de nouveau en fait pour moi. Mais si tu veux faire tes essais déjà avant d'aller à la crypto, pour moi c'est exactement la même chose. C'est simplement le miroir, la crypto, du monde de la finance traditionnelle aujourd'hui. Après, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, dans la crypto-monnaie, peut-être qu'il y a des services qui pourront venir par la suite, qui seront supérieurs à ce qu'on a dans le monde de la finance traditionnelle. Mais pour l'instant, pour moi, il y a une espèce de miroir qui est réalisé. Souvent, on parle. Mais je pense que tu as tout à fait raison. Oui, vas-y. Vas-y, je pense que tu as tout à fait raison. Mais la question, c'est que du coup, oui, que tu utilises un organisme centralisé sur la crypto ou sur Dieu sait quel autre moyen financier, que ce soit immobilier, des options, des actions, une assurance vie, tu fais confiance à quelqu'un. Et c'est là où j'en reviens, où la DeFi, tu ne fais confiance à personne sauf du code. Donc soit tu ne vas pas sur des smart contracts et tu te fais confiance à toi-même que tu possèdes tes cryptos, soit tu fais confiance à du code. Alors soit tu as en capacité d'auditer et lire le code, et soit tu as fait ton contrôle avant, soit tu vas sur des protocoles très safe. Aujourd'hui, je pense que tu es sur Curve ou AAV en liquidité, tu es bien plus en sécurité que sur n'importe quel autre truc de lending qui peut exister en CeFi. Par contre, là, les taux, ils sont ridiculement faibles. Et c'est le problème. Sur ces protocoles, vraiment, toi qui très... es dev, justement, qui est dev douceur. Toi qui es dev, justement, est-ce que toi, tu considères que la plupart des protocoles sont sécurisés ?
Parce que dernièrement, hein, n'oublions pas que on parlait rapidement en fin de live la dernière fois, je vous ai dit, n'allez pas sur Hoopers, c'est hyper risqué, parce qu'en fait j'en avais parlé avec quelques membres, et on avait fait ça entre nous, mais on avait dit aux autres, ne venez pas, c'est hyper risqué. Et au final, tu t'es trouvé à rentrer dans l'équipe de Hoopers, malencontreusement ou heureusement, je ne sais pas comment on voit les choses, mais en tout cas, tu as pu voir de l'intérieur ce que c'était réellement, comment ils géraient un protocole. Hoopers, c'est quand même à peu près aujourd'hui, ils sont à peu près à $600 000, je vais vous montrer, $600 000 de TVL à peu près. Les mecs, $600 000, racontons un peu comment c'est géré et en quoi c'est catastrophique, parce que c'est catastrophique. Alors, il y a vraiment plusieurs choses. Déjà, on va faire couche par couche. Comme ce qui a été énoncé tout à l'heure, il peut y avoir en fait des problèmes à n'importe quel niveau. Si on prend l'assurance vie ou tous les trucs offshore qu'il peut y avoir, ça reste de l'informatique de base. Donc le mec qui, par exemple, détient la clé privée de Hoopers est soumis aux mêmes choses qu'on est tous. Aussi bien un jour sur son PC, le mec se fait trouver son PC, voilà. Ça reste quelqu'un. J'espère qu'il a pris ses dispositions, mais ça reste une personne physique derrière. C'est les cas de clés compromises, oui, qu'on peut retrouver souvent sur les hacks, sur Defilama. Vous allez voir, il y a énormément de cas où vous avez des clés qui ont été compromises par par le gestionnaire, mais encore déjà tu peux regretter. Pourquoi il n'y a pas de multisig? C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi il n'y a pas de multisig? C'est ce que j'allais dire. Donc bon, c'est le premier truc. Après, du coup, il y a le code des smart contracts. Là, donc, pour répondre à la question qui a été posée, est-ce que les protocoles aujourd'hui qui ont été écrits sont fiables? Personne peut y répondre parce que la technologie est beaucoup trop jeune pour qu'il y ait des experts dessus. Il n'y a pas assez de recul et pas assez de maturité, ni en fait d'outils qui permettent de l'auditer. Donc, on prend l'exemple. Pour toi, ça vaut rien du coup? C'est pas que ça vaut rien, c'est que comment dire, il n'y a pas assez de monde qui les utilise au quotidien pour se rendre compte de s'il y a une faille. Et dans tous les cas, ça reste de l'informatique. Il y a ce qu'on appelle des zero day. Ça arrive tous les jours sur plein de protocoles qui sont pas liés à la crypto. La crypto, elle en fera jamais exception, parce que ça reste du code derrière. Donc ce qu'on appelle le zero day, pour ceux qui savent pas, c'est une faille qui est exploitée à l'instant T. Et en fait, des gens, on va prendre un cas. Je sais pas moi, tiens, on va dire Twitch. Twitch, on fait l'office d'une zero day. Je sais pas si vous vous en souvenez. Oui. Tout le code et tout le contenu a leak sur Internet. Donc c'était environ 300 gigas de données. Les mecs se sont rendus compte en se disant, tiens, c'est marrant parce que j'ai des données qui sortent d'un serveur qui sont pas censées sortir. C'est juste, vous ouvrez le gestionnaire de tâches sur Windows, vous voyez network in et out, et les mecs se sont rendus compte qu'en out, il y avait des terras et des terras qui avaient été téléchargés. Donc c'est ce qu'on appelle une zero day. Là, voilà, même cas. Et ensuite arrive la technologie pure et simple, et c'est là où j'interviens pour Hoopers. Donc pour remettre les mots, parce que c'est pas exactement ce que je lui ai dit. Je fais pas partie de l'équipe d'Hoopers. Je leur ai donné des conseils et ils sont en train de monter un fonds solidaire pour les gens qui les aident, et je suis en discussion avec le créateur pour des trucs de choix techniques, technologiques, d'orientation et ainsi de suite. Voilà, c'est plus une posture de conseil que je fais avec eux. D'accord. Non, désolé, t'as raison de le rétablir. J'ai dit que tu faisais partie de l'équipe d'Hoopers. Je sais pas si je l'ai dit ou pas. En tout cas, si je l'ai dit, c'est pas tout à fait ça. Enfin, c'est pas du tout ça même. C'est juste que tu les aides actuellement parce que c'est une catastrophe. Et tu m'as dit quelque chose en aparté, je sais pas si on peut le dire, par rapport au RPC Juno, si tu veux le dire, vas-y. Si, j'allais venir. Donc, ceux qui ont expérimenté Hoopers ont pu avoir des bugs. Ça, c'était un choix en fait de conception de base du produit, qui n'utilisait pas de service tiers. Donc tout était fait sur la page web que vous avez. Donc forcément, les mecs, il y a eu un peu d'engouement, il y a eu un trafic. Je crois le mec m'a dit un truc, il y avait 7000 personnes connectées donc sur leur site. La machine derrière, elle s'est vautrée. Et les gens, forcément, ça marche pas, on fait quoi? On fait F5, et du coup, ça ne redémarrait plus.
Donc voilà, donc on a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Je lui ai dit, il faut scaler ton truc, il te faut un truc, un deuxième site en fait qui te sert de backup et ainsi de suite. Et c'est des notions où en fait le mec, donc il est tout seul, hein. Il est développeur front, donc ce que vous voyez c'est ce qu'on appelle le front. On a donné 100 000 à un mec qui est tout seul. Le mec du coup a aucune En idée pyjama. de comment marche Dans sa chambre. Il a aucune notion. Ah oui, en plus. Non, mais c'est pas qu'il a aucune notion, mais c'est qu'en fait, au même titre que Il moi, a par forqué un exemple, truc. je ne pourrais pas faire de front-end parce que c'est pas mon métier. Lui, son métier, c'est de faire du front, mais pas le reste. Je sais pas, on prend un avocat du droit pénal, Oui, tu le fous dans le Non, droit il des va pas affaires, faire du fiscal. voilà, mais ou de la le fiscalité. plus fou- mais le plus fou dans l'histoire, c'est pas le fait qu'il soit front-end, qu'il soit compétent avec tout, c'est que le mec, il arrive, il demande de l'argent. Il a des crée clients. Voilà, il crée un truc, il demande de l'argent. Mais en fait, Hoppers, c'est juste un parmi des milliards de sites sur la DeFi. Et c'est normal que chaque jour, il y ait des hacks, il y ait des problèmes. Quand vous voyez l'état d'Hoppers, quand vous voyez que c'est toi qui leur donne des conseils parce que les mecs sont perchés et parce qu'il est tout seul. Et c'est là qu'on se rend compte du sérieux des gars, qu'il n'y a pas de sérieux en fait. Et c'est normal qu'on perde autant d'argent sur la DeFi parce qu'on va voir des mecs qui en fait sont... pardonnez-moi du terme, mais des guignols, si on peut dire ça comme ça. Ils savent pas. Par contre, ce que je comprends pas, c'est. Au moment où tu lèves autant d'argent, attends, déjà il y a 280 000 sur Hopper Juno, 180 000 sur Hopper Atom, 190 000 sur Hopper USDC, 77 000 sur Hopper Hop, Hopper Row 24 000, Hopper Neta 55 000, Hopper Punks 48 000 et Hopper Wawa 21 000. Donc ça fait déjà de belles sommes pour quelqu'un qui gère ça tout seul et qui a pas prévu en fait d'équipe ou quoi que ce soit. C'est incroyable quand même. Victime de son succès. Voilà. C'est. Ce que je comprends pas, c'est que sur Twitter, il y a une photo de profil et ils sont 10 ou 15 à être sur le Twitter d'Hoopers. En photo de profil, il y a ce qui semble être du coup l'équipe et il y a 15 personnes en t-shirt Hoopers qui sont tout contents. Mais c'est pas forcément 15 devs. Que là d'un coup en fait ouais, c'est il y a qu'un dev. Ah oui. Ouais. Oui, ça CN, oui. plein de choses, ouais, bien sûr. Ou aussi bien, tu vois, genre il y a un plein d'onglet, peut-être qu'il y a des mecs qui gèrent que la partie NFTs. Enfin, il y a vraiment, c'est un écosystème, tu vois. Cuistot, tout le monde. Ah oui. Donc, moi, le gars là, vraiment, il est tout seul. Femme de ménage. Parce que donc, j'ai fait en sorte que leur code soit public pour pouvoir les aider. Donc j'ai longuement discuté avec un Canadien qui est devenu, qui fait partie de l'équipe parce que en fait le dev ne peut plus répondre aux questions des gens. Donc le code est devenu open source et comme ça je me suis rendu compte qu'en fait il y a qu'une seule personne qui travaille dessus. Mais ça a amené plein de choses. Parce que ce dont juste tout à l'heure vous parlez, et c'est un truc je l'ai vu tout de suite dans le code, c'est que les mecs ont un problème de RPC. Ils n'arrêtent pas de changer le RPC parce que ils ont des problèmes d'optimisation, ce qui fait que chaque utilisateur sur le site, sur à peu près 2 secondes, fait 2500 appels au RPC. Ce qui est juste énorme. Et ça ne s'arrête pas. Donc ça ne s'arrête jamais, donc c'est ça qui fait que ça marche pas bien. Oui. Et j'ai voulu les aider, j'ai plein de machines chez moi, je me dis je vais host un node Juno. Donc c'est ce qu'on avait dit tout au début du live. Je vais host un node Juno qui leur sera dédié, comme ça ils pourront l'exploser. Moi je m'en fous, mais ça leur donnera un peu plus de temps pour continuer d'essayer de corriger des trucs. Et encore une fois, je le dis, je fais pas partie de l'équipe. Moi c'est juste voilà. Pour les aider, pour rendre service. C'est pour rendre service. J'ai rien à gagner dans l'histoire. C'est juste pour rendre service. Tu n'as même pas demandé d'Hoopers ou d'argent ou quoi que ce soit en équivalent. Non, voilà. Mais je leur ai dit les gars, moi je vous aide. C'est juste parce que. Parce qu'en fait, j'aime bien faire ça, quoi. Et vous êtes dans la merde. Le monde devrait marcher comme ça, quoi. Enfin bref. Et donc, j'ai voulu monter un node Hoopers, un node, Juno. Et donc, je suis allé sur la doc Juno. Et là, en suivant la doc, ça ne marche pas. Du coup, je suis allé sur le Discord Juno et j'ai écrit issue. En gros, la doc, elle marche pas. Le cofondateur m'a écrit, j'ai échangé avec lui et je lui ai dit en fait j'ai essayé de faire ça un peu en urgence pour Hoopers et le gars m'a lâché. Il faudrait bien qu'il se bouge le cul parce qu'on va les blacklister nous. Ah, d'accord. Voilà. Et là ça calme quand même quoi. Oui, et là tu t'es senti encore plus concerné quoi. Mais là je me suis dit les gars s'ils ont plus accès à aucun RPC parce que du coup je pense que c'est un consensus. Il y a Polka Shoot. C'est les validateurs ouais.
Ouais, voilà. Ouais, mais t'as pas besoin. Explique peut-être ce qu'est un RPC pour tout le monde, parce que c'est technique. On n'a peut-être pas idée de à quoi sert un RPC. Je pourrais pas y répondre totalement parce que j'ai pas totalement tout compris. Mais en gros, donc tu hostes un node chez toi, donc c'est un logiciel que tu fais tourner, qui va proposer des accès à la blockchain. Donc c'est pas un validateur, hein, tu peux pas stacker dessus ou quoi que ce soit, c'est juste un point d'entrée qui te permet de communiquer. Voilà, je peux pas m'avancer plus dessus parce que n'ayant pas encore réussi à le monter et me t'en pas renseigné plus que ça dessus, je ne sais pas vraiment quels sont tous les tenants et aboutissants. Pour faire simple, un RPC, c'est ce qui va vous connecter à la blockchain. Voilà, c'est ce qui va vous connecter à la blockchain. C'est ça, c'est ce qui fait le lien entre le wallet et la blockchain. Et du coup, il y a plein de RPC. Ça, c'est une machine qui fait les RPC. Et du coup, certaines personnes payent des RPC privés, par exemple des traders, pour avoir très rapidement accès à la blockchain. Ils vont payer. Ou alors, nous simple lambda, on a des RPC publics que des personnes mettent à disposition pour X ou Y raison. Et du coup, toi, avec ton wallet, quand tu fais une transaction, la transaction va sur le RPC fait l'intermédiaire et l'envoie sur la blockchain. C'est peut-être pas ça techniquement dans les faits factuellement, mais dans l'esprit, c'est à peu près ça. Oui, l'idée en fait derrière, c'est de dire vous aurez plus besoin de charger la blockchain, parce qu'à une époque lointaine que vous n'avez peut-être pas connue, quand on voulait utiliser une crypto, il fallait charger la totalité de la blockchain. Aujourd'hui, ce que fait par exemple Metamask, ce que fait Atomic Wallet ou ce que font Zelcore, etc., ils ont des RPC justement pour que vous n'ayez pas, vous, à charger la totalité de la blockchain directement sur votre ordinateur. Vous ne chargez plus la blockchain. Ça, c'est plus du tout le cas. Il y a peut-être encore certaines wallets qui sont en mining. Par exemple, quand vous minez une nouvelle crypto et tout, on vous demande de télécharger la nouvelle blockchain. Mais mis à part ces cas-là, la majorité des nouvelles cryptos, des nouvelles wallets se font via des RPC. Donc, vous ne chargez plus du tout la blockchain. Ce sont d'autres personnes qui le font pour vous, pour faire simple, quoi. Voilà. Voilà. Si vous cherchez un wallet par exemple qui n'est pas dans ce cas-là, vous prenez le wallet de RTM de l'officiel de la core team. Lui, tu le démarres, si t'es pas à jour, tu pourras rien faire parce qu'il doit tout télécharger. Exactement, ouais, c'est ça. T'as beaucoup de wallets aujourd'hui qui sont avec des RPC, mais il y en a encore quelques-uns qui sont où tu peux charger la blockchain. Et donc quand tu charges la blockchain, en fait, sur certaines wallets, par exemple c'était le cas des wallets core de Bitcoin, c'est encore le cas d'ailleurs, là tu deviens un node Bitcoin. C'est-à-dire que tu as une copie de la blockchain. Je suis pas sûr que tu sois un node Bitcoin, mais en tout cas, tu as une copie de la blockchain. Une copie qui se partage avec plusieurs autres blockchains, etc. Voilà. Mais je pense qu'on a fait le tour un peu ce soir. Hein. Comme d'habitude, les lives durent à peu près 1h, 1h30. Sauf si vous avez des questions, vous voulez lancer d'autres sujets, on va clôturer ce live. Et évidemment, comme d'habitude, vous pourrez retrouver la rediff directement sur YouTube en non répertorié, et on vous mettra des extraits du live en public, je sais pas, demain ou après-demain, on verra. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai une question, moi. T'as une question, vas-y. Faut acheter du Hoopers du coup ou pas? Non. Non. N'achetez pas de hoppers, voilà. N'achetez pas ce truc, ça vaut peut-être 36 centimes, ça valait 2 centimes au départ, mais n'achetez pas ça, tout simplement parce que derrière, comme vous l'a dit quelqu'un qui est à l'intérieur du système, qui les aide maintenant, c'est n'importe quoi, cette crypto, c'est n'importe quoi. Donc n'y allez pas, et réfléchissez bien quand vous allez sur certains protocoles, ne vous faites pas attirer par des API extrêmement hauts qui pourraient vous envoyer tout droit dans le panneau. Voilà, je pense qu'on va finir sur ça, et je vous souhaite une très bonne soirée à tous, et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 21h, et cette semaine aussi, on organisera de temps en temps, si on peut, des sessions live ouvertes où vous pourrez venir sur Discord. Je pense qu'on fera ça surtout l'après-midi entre 18h et 22h, donc vous me verrez parfois connecté. Vous pourrez me rejoindre et on discutera et on pourra répondre à vos questions. Voilà. Sur ce, bonne soirée et à plus tard. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.